à la primaire de la droite et du centre. Ça tombe bien, il y a une grosse actualité sur ce sujet ce matin. Vous serez interviewé aujourd'hui à mes côtés par Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour. Et par Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Michael, à tous. Véronique Jacquier qui est de Sud Radio, elle. Frédéric Lefebvre, dans votre famille politique, ça bouge. Le week-end en a été la démonstration. Jean-François Copé sera candidat à la primaire. Jean-Pierre Raffarin s'est prononcé officiellement pour Alain Juppé. Vous étiez le seul, vous, des candidats déclarés être présents au discours de Nicolas Sarkozy hier en clôture de la Convention nationale des Républicains. Comment vous expliquez cet isolement de Nicolas Sarkozy? J'étais le seul parce que j'y étais par devoir républicain, justement. Moi, je appartiens à une famille politique. Et donc, j'y étais pas le samedi, puisque le samedi, j'étais sur le terrain, j'étais avec des agriculteurs, avec des artisans, avec des chefs, des cuisiniers, avec des Français. Mais c'était important pour moi de passer à un moment à ce Conseil national. Mais le discours de Nicolas Sarkozy lui-même, qui définissait un projet collectif, pourquoi vous étiez assis là au premier rang, et le seul? Alors, j'étais pas assis au premier rang, pour vous dire toute la vérité. J'étais avec beaucoup de militants et beaucoup d'adhérents. Et j'ai beaucoup discuté avec eux. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de l'identité politique. D'ailleurs, j'ai inscrit ma candidature dans l'idée d'une nouvelle identité politique. On va y venir avec Miguel. Mais cette crise, je l'ai vécue. Enfin, ici, vous savez, vous suivez la vie des formations politiques depuis bien longtemps. Et c'était un peu triste, il faut quand même dire la vérité. Triste spectacle. Enfin, après, vous essayez d'y mettre une puissance de mots que je ne veux pas mettre, mais c'était un peu triste pour moi. Et quand vous dites... Non, c'est pas triste au spectacle, c'est triste parce que ça fait de la peine de voir une vie politique qui aujourd'hui ne suscite plus l'adhésion des Français. Moi, je le vois tous les jours. Ce constat, vous le faites pour Nicolas Sarkozy, vous l'avez fait hier lors de la Convention nationale. Je le fais... alors, je veux vous dire quelque chose, c'est important, y compris d'ailleurs pour la suite de l'émission, mais moi, jamais vous ne m'entendrez dire du mal des uns ou des autres. Moi, je ne suis pas candidat contre qui que ce soit. Je suis candidat pour le pays, pour les Français. Donc, ça dépasse Nicolas Sarkozy. C'est aujourd'hui une crise forte parce que, c'est mon analyse, je pense que le vieux logiciel droite-gauche est usé jusqu'à la corde. Et qu'aujourd'hui, et on l'a vu ce week-end, mais on le voit dans les formations politiques de gauche, tout le monde essaye de créer des barrières artificielles pour essayer justement de faire vivre ce logiciel un peu le plus loin possible. J'ai l'impression de voir, vous savez, les taxis qui se battent pour essayer, voyant arriver les VTC, Uber et ce nouvel élan, vous voulez changer le logiciel de la politique. Rester sur leur... voilà. Et je pense qu'il faut le changer, ce logiciel. Mais il n'a plus de sens quand vous êtes sur le terrain. Quand je suis avec les Français, ils me disent tous au contraire qu'ils n'en peuvent plus des partis politiques qui se battent pour eux-mêmes. D'accord, mais une politique, ça s'incarne. Vous êtes donc l'un des 7 candidats déclarés à la primaire et il y en aura d'autres. De la droite, oui. Pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait autant de candidats? Alors d'abord, vous savez, c'est peut-être ma culture aussi, puisque vous l'avez rappelé, moi je suis le député des Français qui vivent aux États-Unis, au Canada. Les primaires, je les connais, je les suis depuis bien longtemps. Et dans la course des primaires, il y a toujours beaucoup de candidats au départ. Et il y a parfois, et il y en a très peu à la fin. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a parfois ceux qui commencent à 0,5% ou 1% aux États-Unis, on les retrouve au contraire pesant fortement, et parfois, regardez, en ce moment, Sanders, par rapport à Hillary Clinton, il a commencé à 0,5. Regardez aujourd'hui dans le New Hampshire, Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ceux qui sont sur la ligne de départ ne seront pas à l'arrivée? Et qui, par exemple? Non, mais je rentrerai pas. Donc je sais que vous ne voulez pas faire des histoires de personnes. Un propos introductif qui vous montre bien. J'ai bien compris, mais moi je vous poserai des questions quand même. Mais en revanche, votre question, elle est... En revanche, votre question, elle est importante parce que je pense que exactement comme ce que nous sommes en train de vivre aux États-Unis dans la primaire, à la fois dans le camp démocrate et dans le camp républicain, il y a cette exaspération du peuple américain qui monte. Je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. Je pense qu'en France, les Français aujourd'hui, je parle des Français du quotidien, la France du quotidien, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus des postures. Regardez, moi, ce ne sont pas que des mots, vous le savez bien, vous m'avez invité d'ailleurs.
sur votre plateau il y a de nombreux mois, parce que j'étais le seul député à voter le pacte de responsabilité que présentait le gouvernement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a assez de faire passer des intérêts cyniques politiciens avant l'intérêt du pays. De la même façon, sur la loi Macron, j'ai appelé dans ma famille politique à la voter parce que je considérais que c'était bon pour les Français. Et c'est pour cela que vous serez à la fin, c'est parce que vous faites des choses en parallèle avec le gouvernement actuel, c'est pour ça que vous resterez? Non, enfin, ça me donne en tout cas du crédit, je le vois quand je rencontre les Français, parce qu'ils ont compris que j'essayais d'agir d'abord dans l'intérêt des Français. Donc quand je vais les voir, et que je passe 3 heures sans qu'il y ait nécessairement une caméra de télé, au contraire, parce que je suis plus tranquille pour parler avec eux et passer du temps avec eux, ils comprennent que quand je suis là, c'est pour essayer de changer les choses, pour essayer de bâtir des réformes. Frédéric, il faut sortir du théâtre d'ombre qu'est la politique. Vous avez été au pouvoir, vous avez été dans le gouvernement de François Fillon entre 2010 et 2012. Vous nous tenez ce discours maintenant que vous êtes dans l'opposition. Est-ce que c'est pas un petit peu facile? Vous avez été dans un gouvernement. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas fait valoir cette petite musique? Alors, d'abord, pour ceux qui ont suivi mon action à l'époque, et je vous renvoie par exemple à un texte dont j'avais dit en souriant qu'il avait 2 papas, qui est le texte sur la consommation que Benoît Hamon a terminé de faire voter, mais que j'avais moi entamé. Le groupe UMP à l'époque, c'était pas les Républicains, quand j'étais ministre, me reprochait tous les jours d'accepter trop d'amendements du groupe socialiste. Et notamment sur le logement, j'en avais accepté beaucoup. Parce que je faisais la même chose quand j'étais ministre. Et je vais même vous dire, j'ai commencé, moi, ma vie politique il y a bien longtemps, avec Jacques Chaban-Delmas. J'étais la petite main du cabinet. Et il m'avait appris quelque chose, c'est que pour réformer, il faut additionner. Quand j'ai été conseiller de Nicolas Sarkozy pendant tant d'années, pourquoi croyez-vous que j'ai de si bonnes relations aujourd'hui avec Manuel Valls, avec Didier Migaud ou avec beaucoup d'autres? Mais parce que je veillais quand nous avions des textes, quand il y avait un amendement qui était déposé par l'opposition, si je considérais qu'il allait dans le bon sens, qu'il soit intégré. Alors que le petit jeu habituel des gouvernements, c'est de faire redéposer le même amendement que le socialiste par quelqu'un de votre propre majorité pour empêcher. Alors je ne supporte pas ça. Et là où vous avez raison, c'est que il y a un moment, moi je me suis fait une promesse. Quand j'étais dans la majorité, j'ai été député de la majorité, j'ai été membre du gouvernement, j'ai même été porte-parole de ma famille politique. Je passais mon temps à riposter à des attaques, mais permanentes, de gauche qui bossaient pas à l'époque, et qui n'avaient qu'une idée en tête, détruire ce que faisait Nicolas Sarkozy ou le gouvernement. Et je m'étais fait la promesse que moi, dans l'opposition, je ne ferais pas la même chose. Et ce que je reproche aujourd'hui à ma famille politique, c'est de choisir la facilité, c'est de choisir de détruire matin, midi et soir François Hollande, le gouvernement, au lieu de bosser. Mais et ce qu'attendent les Français, c'est qu'on bosse. Vous avez un Alain Juppé qui a le vent en poupe, hein, et là, il n'y a pas de discrédit politique sur la personnalité d'Alain Juppé. Il est extrêmement populaire, c'est même l'homme politique le plus populaire. Est-ce que vous pourriez être Juppé compatible? Il a un socle rassembleur. Jean-Pierre Raffarin a dit hier soir qu'il le soutenait parce que c'était une personnalité forte, fiable et fidèle. Bon, alors là, ça devrait vous réconcilier avec la politique. D'abord, j'apprécie beaucoup Alain Juppé. J'ai même, quand j'étais beaucoup plus jeune, travaillé avec Alain Juppé, puisqu'il était secrétaire général du RPR. Et à l'époque, je travaillais sur les relations avec les parlementaires. Donc vous voyez, je le connais bien. J'ai ensuite été dans le même gouvernement que lui, et j'apprécie évidemment Alain Juppé. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé, moi, d'être candidat, c'est parce que je veux à la fois, je vous l'ai dit, changer cette identité politique, et je pense aujourd'hui qu'il faut le faire, mais pour bâtir une France universelle. C'est-à-dire, dans le mot universel, il y a d'abord cette France mondiale que je défends. J'ai passé hier 3 heures avec des ultramarins. Je pense qu'aujourd'hui, on a une carte maîtresse qui est l'outre-mer français, qui sont des porte-avions de la France sur tous les continents du monde. Je pense que depuis 40 ans, la droite comme la gauche n'utilise pas cette carte maîtresse, que ça ne fait pas partie de la stratégie de la France. De la même façon, la France du monde, je suis l'élu des Français des États-Unis, du Canada. J'ai lancé une grande consultation que d'ailleurs TV5 avait bien voulu relayer. J'avais même fait le débriefing de cette consultation sur TV5. 16 000 personnes qui s'étaient connectées, 550 propositions.
50 que nous avons retenues avec des choses très importantes, la French Tech Overseas. On voit toute cette French Tech française qui a eu un succès magnifique au CIS de Vegas. Il y a encore beaucoup de questions importantes. C'est ça que je veux porter dans cette campagne. Est-ce que vous sentez engagé par le programme qui a été annoncé hier par Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous vous sentez lié par ce programme? Mais bien sûr que non. Pour une raison d'ailleurs très très simple. C'est que Nicolas Sarkozy, il est dans son rôle, il est président d'un parti politique. De la même façon, les primaires... À quoi servent les partis si vous, de la même façon, si vous faites votre propre programme? Permettez-moi juste d'aller au bout de ma pensée. Vous avez un parti politique qui est les Républicains, auquel j'appartiens. Vous avez un président de ce parti qui essaye de déterminer un socle commun. Bon. Vous avez Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI. Ils vont se positionner d'ailleurs par rapport à la primaire, et je ne doute pas que Jean-Christophe Lagarde cherchera à déterminer un socle commun. Nicolas Sarkozy ne vous concerne pas? Non, c'est pas qu'il ne me concerne pas, il me concerne comme tous les membres de ma famille politique, mais je suis en train de vous dire que c'est normal que les partis politiques... C'est normal que les partis politiques essayent de bâtir des socles de valeurs et de principes. Encore faut-il d'ailleurs que, et ça c'est toute la méthode quand je parle de changement d'attitude politique, encore faut-il qu'on le construise avec la France du quotidien, que ça vienne pas d'en haut, avec ensuite, vous savez, moi j'ai l'habitude dans ma famille politique depuis des mois, le bureau politique, c'était une liste avec un vote bloqué sur une liste. Il n'y avait pas le choix. Ensuite, le responsable des jeunes, c'était un candidat avec une liste bloquée. Pareil, et à chaque fois qu'il y a des conventions, on nous fait des listes de propositions, puis vous votez par oui ou par non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut changer les choses. Il faut partir de la réalité du terrain. À propos de vote, soyons très factuels. Justement, partons de la réalité du terrain. Vous êtes crédité d'1% des intentions de vote pour cette primaire. Pour se présenter, il faut avoir recueilli les signatures de 20 parlementaires, de 250 élus répartis sur le territoire et d'au moins 2500 adhérents à jour de cotisation. Est-ce que vous êtes sûr d'y arriver ? D'abord, je m'y emploie avec mes équipes. À chaque fois que je vais à la rencontre des Français, c'est même amusant de voir qu'un certain nombre d'entre eux qui pourtant, je vous l'ai dit, sont loin des partis politiques, qui veulent s'assurer que je puisse être candidats qui en ce moment sont en train d'adhérer à ma formation politique. Beaucoup évidemment d'élus qui viennent dans un élan, mais avec une petite difficulté matérielle. Et c'est encore, ça c'est les histoires de boutiques, de partis politiques. C'est que par exemple sur la question des parrainages, on répond à mes équipes, j'ai d'ailleurs vérifié moi-même puisque j'ai téléphoné, je ne voulais pas le croire, qu'on ne voudra nous donner les formulaires de parrainage que le 22 avril. Ne me demandez pas pourquoi le 22 avril, je ne sais pas pourquoi. Simplement au prétexte que tout le monde doit avoir le même formulaire et que ce formulaire doit être conforme aux règles du Conseil constitutionnel. Moi, j'ai proposé que sur papier blanc, on remplisse toutes les conditions qu'ils veulent, on les fasse valider. Bon, alors je pense que ça gêne plus certains candidats que d'autres. Vous vous sentez gêné par les instances du parti qui organisent cette primaire aujourd'hui? Vous pensez que c'est des manœuvres ou c'est des choses? Non, mais après, je vous laisse la force de vos mots. Mais vous savez, mais je ne sais pas plus que vous. Est-ce que vous vous sentez gêné? C'est une question. Je vois avec surprise qu'on me parle de cette date du 22 avril. Je ne sais pas pourquoi cette date du 22 avril. Et en même temps, je vais vous dire, tout ça, c'est le cadet de mes soucis. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'élan aujourd'hui que suscite cette campagne que je mène au quotidien, sur le terrain, avec les Français. Et c'est ça qui m'importe. Et aujourd'hui, cet élan, je le pense, va créer une envie différente. Alors justement, d'un projet différent et d'une attitude Vous différente. Êtes député des Français de l'étranger. Vous les voyez, vous voyagez, vous êtes allés donc en Amérique du Nord et au Canada. Est-ce qu'ils sont concernés par cette primaire? Est-ce qu'ils vous en parlent? Parce que ça peut apparaître à des années-lumière. Alors d'abord, ils sont concernés pour une raison très simple que vous allez comprendre. Est-ce qu'ils se mobiliseront pour la primaire? Est-ce que c'est un réservoir de vote possible? Mais bien sûr, pour une raison très simple, c'est qu'ils considèrent, à juste titre, que les partis politiques classiques, les gouvernements de droite, de gauche depuis des années, ne prennent pas en compte cette France du monde. Et ces Français, vous savez, je dis ça d'ailleurs, j'ai été de temps en temps titillé par le petit journal parce que je répétais cette phrase, mais je vais la dire une nouvelle fois parce que je le pense. C'est que quand on est loin de la France, on l'aime plus encore. L'éloignement est un exhausteur d'amour. Donc cette France, ils l'aiment. Cette France, ils veulent participer à sa construction. Ils sont pour certains d'entre eux d'ailleurs, ils ont la double nationalité pour certains d'entre eux, mais ce sont des Français
à part entière. Cette France, c'est la France. Et donc, aujourd'hui, je veux mettre cette France au cœur de la campagne et de la stratégie de notre pays, parce que je crois à une France mondiale. Oui, mais alors la France est d'abord dans l'Europe. Que pensez-vous là justement de la crise migratoire qui ébranle sacrément l'Europe? Je pense que l'Europe... De Manuel Valls qui a dit qu'on ne pouvait plus accueillir de réfugiés. L'Europe est affligeante. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? L'Europe est affligeante. Moi, j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Le mieux est l'ami du bien, il y a 6 ans, sur la question de la protection des frontières de l'Europe. Qu'il fallait que l'Europe mutualise ses efforts, qu'on crée une police des frontières avec des gardes-côtes au pourtour de l'Europe. J'ai proposé qu'on fasse, à l'image d'ailleurs de ce que font les Américains au Canada, puisqu'ils ont des hotspots au Canada, où ce sont eux qui contrôlent avant que les gens rentrent aux États-Unis, donc sur le territoire du pays qui est leur voisin. J'ai proposé la même chose. Je l'ai proposé en Libye. On a ri en disant, regardez la situation de la Libye. Voilà un sujet qui est en train d'évoluer d'ailleurs. Vous l'avez vu depuis quelques heures. Qui est un sujet absolument majeur. Qui est un sujet sur lequel, d'ailleurs, je voudrais, si vous me permettez, dire un mot. Je suis désolé. Non, juste un mot, parce que c'est majeur. C'est notre avenir. C'est Daesh. Depuis des mois, avec Le Drian, que je soutiens, je réclame que la diplomatie française, j'espère que le changement de ministre va changer les choses, que la diplomatie française œuvre à l'unicité entre le gouvernement de Tobrouk, qui est celui reconnu par la communauté internationale, le gouvernement de Tripoli en Libye. C'est majeur. On est à quelques centaines de kilomètres des côtes de la France. C'est notre sécurité. On doit changer notre diplomatie sur cette question. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale d'Info ce matin. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger et candidat à la primaire de la droite et du centre. Et pour analyser vos propos et l'actualité, on retrouve les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant.